Bon, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est la grande foule aujourd'hui. Et bon, vous pouvez s'y attendre, le mois de juillet, c'est pas toujours le mois idéal pour faire des conférences. Et puis en plus de ça, Laurie, qui est là, m'a appris une chose, enfin, nous a appris une chose tout à l'heure, c'est qu'il a vu tout dernièrement une information comme quoi les Français qui comptaient partir au mois d'août, ayant appris que Macron allait faire une déclaration l'année prochaine, avaient changé leurs vacances pour partir avant la déclaration, se demandant s'ils n'allaient pas être à nouveau reconfinés ou moitié confinés ou quart de confinés. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça, tout va très bien. Voilà où mène la peur des Français. Bon, donc merci à vous d'être là. Je dirais que ce genre de petite assemblée me rappelle les débuts. Et alors espérons que la prochaine conférence qui aura lieu au mois d'octobre pourra avoir lieu, si on n'est pas reconfiné d'ici là. Ça, on verra. On est obligé de réagir au coup par coup. Bon, alors revenons-en au sujet du jour, de l'escroquerie démocratique à la dictature mondiale messianique. Alors, vous devez vous douter que pour exposer ce sujet, je vais être obligé de vous faire une petite revue d'histoire, un petit résumé d'histoire. Pour démontrer comment les événements se sont succédés pour aboutir à la situation que nous vivons, à cette dictature mondiale que nous vivons, bien entendu sous prétexte sanitaire, pour notre bien. Et rappelez-vous le titre l'un de mes éditoriaux dans la politique, il y a déjà plusieurs mois, qui était « Un pouvoir qui vous veut du bien ». Donc bien entendu, c'est pour notre bien que tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui nous a imposé aujourd'hui, c'est pour notre bien. Bon, alors nous allons voir ça d'un petit peu plus près. Et donc, sans vouloir remonter trop loin dans l'histoire, parce qu'il y a toujours quelque chose d'avant, je ne ferai remonter ce que nous vivons aujourd'hui qu'à la Révolution dite française, de 1789. Car sous ces oripeaux de prétendue liberté du citoyen, c'était en fait la dictature sur les nations et les peuples qui allait progressivement s'installer. Et que cette révolution faite prétendument au nom du peuple était en fait une révolution contre le peuple. Tout allait commencer avec la loi d'Isaac le Chapelier. Elle abolissait les corporations de métiers et les corps intermédiaires sans remplacer les structures corporatives par rien, avec en plus de ça interdiction de toute reconstitution de structures de représentation ou de défense du monde du travail, ce qui était livré, le monde du travail, au capitalisme naissant. Déjà, ça cadre bien l'un des buts de la Révolution dite française. La loi d'Isaac le Chapelier faisait suite au décret d'Allard. Elle avait été promulguée le 14 juin 1991. Et donc, c'était cette abolition pure et simple des structures qui représentaient le monde du travail, tout en les défendant, et qui avait cette particularité, ça j'y reviens constamment, parce que le fond du problème, c'est que cette interdiction faisait que désormais la consultation du citoyen ne se faisait plus en fonction de ce qu'il connaissait directement par ses activités professionnelles et sociales, mais au travers de l'information que la presse dite d'information qui naissait allait lui donner. Vous comprenez bien qu'à partir de là, qui
qui tenait la presse allait fabriquer l'opinion du citoyen. Tout est là. Et c'est comme ça qu'allait progressivement s'installer cette dictature de la pensée sur les citoyens. Il faut bien retenir cette notion parce que c'est le point de départ. Alors, bien entendu, quand on lit les attendus de la loi d'Isaac Le Chapelier, c'était imprégné de tous les sophismes du contrat social de Rousseau. Il est intéressant de noter que, évidemment, après cette interdiction des corporations et de la représentativité du monde du travail, il y allait avoir une réaction. Et cette réaction allait apparaître dès le début des années 1800, avec un premier regroupement, une première tentative de syndicat des ouvriers charpentiers, qui allait donner naissance progressivement aux futurs syndicats. Futurs syndicats qui ne représentaient plus du tout la notion de ce qu'étaient les corporations. C'était déjà le début de ce qui allait devenir la lutte des classes. Donc l'affrontement entre patrons et ouvriers, alors qu'autrefois, au travers des corporations, c'était l'ensemble de la profession, du haut en bas, du patron aux ouvriers, qui défendaient leur intérêt commun et qui essayaient de s'harmoniser entre eux. Donc c'est totalement différent de la démarche syndicale qui est l'affrontement classe contre classe. Là aussi, c'est une notion très importante à retenir. Et c'est ainsi que le monde du travail cessait d'être solidaire de l'ouvrier, plutôt de l'ouvrier jusqu'au patron ou du patron à l'ouvrier. Et je dois dire que dans cet esprit de lutte des classes, aussi bien les ouvriers que les patrons sont co-responsables. Parce qu'ils n'ont pas compris que leur seul et véritable intérêt était l'union de leur intérêt au sein du métier en question. Je suis toujours amusé et non plus surpris maintenant de voir comment certains qui ont été parmi les initiateurs de cette révolution de 1789 sont tombés sous le couperet de la guillotine. Et en préparant cette conférence, je suis tombé à nouveau sur le personnage de Malherbe. Alors, Malherbe, pour rappeler qui il était, avait été directeur de ce qu'on appelait à l'époque le directeur de la librairie, qui était une espèce d'organisme de la monarchie qui surveillait les publications qui sortaient, etc. Donc, une espèce de censure de l'époque. Et Malherbe, à l'époque, avait favorisé les encyclopédistes et toute la littérature maçonnique qui commençait à éclore. Et ce malheureux Malherbe, que je donne en exemple de cette démarche d'imbécilité de ces milieux, constatant l'anarchie sanglante qui sortait de la Révolution, avait voulu remettre à l'honneur l'autorité du roi. Il ne savait pas ce qu'il faisait, le malheureux. Et il allait tomber, sous la condamnation, bien entendu, du tribunal des Jacobins, et à son tour, il passa sous le couperet de la guillotine. Donc je vous cite l'exemple de ce Malherbe parce que c'est une constante de toutes ces révolutions qui ont été enclenchées par ce que l'on peut appeler au sens large du terme les libéraux, qui ouvrent la porte aux vrais révolutionnaires qui sont derrière,
et qui élimine ceux qui leur ont ouvert la porte. Meilleur exemple, c'est évidemment la Révolution dite française, et on trouve exactement la même correspondance avec la révolution bolchevique de 1917. Exactement le même schéma, les imbéciles qui ouvrent la porte et qui se font liquider après par ceux qui prennent le pas sur eux. Donc je vous cite ça parce que c'est une leçon. C'est une leçon à retenir, c'est une leçon pour que vous puissiez à votre tour, dans ceux qui ne comprennent pas une situation, dire mais vous ne comprenez pas. Vous ouvrez la porte à ceux qui vont vous liquider. Alors, c'est amusant là encore, parce qu'en préparant cette conférence, je suis tombé sur certains textes et déclarations quelque peu oubliées, que je vais vous citer parce qu'elles sont un peu surprenantes. Ainsi, Karl Marx considérait que l'abolition des corporations était un coup d'État bourgeois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. N'empêche que lui et le marxisme, on en profitait. Quelqu'un qui est moins connu, mais dont la citation vaut la peine d'être citée, Stephen Kaplan, encore un, dans son livre La fin des coalitions, donnait cette approche et il considérait qu'en fait, cette révolution était l'expression d'horreur à la Rousseau envers ces associations intermédiaires qui contestaient la supériorité de la volonté générale. Donc vous voyez déjà là l'utopie rousseauiste. Et c'est ça qui les dérangeait dans la structure corporative, parce qu'elle était ancrée dans le réel. Or, les révolutionnaires ne veulent pas le réel, ils veulent constituer une société imaginaire selon leurs élucubrations intellectuelles. On sort du réel. Alors, belle escroquerie que cette prétendue volonté générale, quand on sait qu'aujourd'hui, depuis le succès de la Révolution, cette volonté générale se décide au travers des médias. Donc le citoyen qui se croit libre avec son petit bulletin de vote n'est pas libre, il est façonné, il est formaté. Et Jean Jaurès, le bon socialiste Jean Jaurès, considérait que la loi Le Chapelier était une loi terrible. Et pour le sociologue Émile Durkheim, en fait je pense que c'était le plus perspicace dans son analyse, cette loi allait être à l'origine de la destruction du lien social dans les sociétés modernes. C'est exactement cela qui s'est produit et dont nous vivons les conséquences. Voilà à quoi aura abouti la loi d'Isaac Le Chapelier. Et tout le génie pervers des auteurs, acteurs de la Révolution dite française aurait été de préparer cette substitution malhonnête de la représentativité du vote populaire, du vote corporatif, au vote inorganique au travers du vote préparé par les médias. D'où l'opposition entre ce que l'on appelle la démocratie organique représentée par les corporations et la démocratie inorganique qui a pris sa place. Donc vous comprenez bien qu'à travers cette escroquerie, cet abus de confiance envers le peuple, qui tient l'argent, tient les médias, et qui tient les médias, tient l'opinion publique. Donc les gens, quand ils croient voter pour leurs intérêts, votent en fait pour des intérêts contraires aux leurs.
Et tant que les peuples n'auront pas compris ça, ils continueront à en être victimes. Et donc, ce qui allait découler de ça, c'est que c'était la rupture de la justice sociale, tout simplement. Et rappelez-vous ce que j'avais écrit dans mon livre Le nationalisme français. Sans justice sociale, pas de solidarité nationale. Sans solidarité nationale, pas de cohésion nationale. Et sans cohésion nationale, pas de nation forte. Et c'est ça le but. Pas de nations fortes. Des nations qui vont progressivement s'étioler au nom de la liberté. C'est génial. Dans la perversité, c'est génial. Alors, au-delà de ce bouleversement social, il n'y a pas que ça dans la Révolution dite française, bien entendu. Et on allait voir dans les textes déjà de l'avant-révolution apparaître d'autres choses très curieuses, et notamment la facette internationaliste de cette dite Révolution française. Et c'est comme ça que l'on voyait apparaître des parutions telles celles de quelqu'un que je cite très souvent, Anacharsis Clox, auteur d'un ouvrage qui s'appelait déjà, comme c'est curieux, La République universelle. République universelle, mais c'était l'ancêtre de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce qu'on nous annonce aujourd'hui, la gouvernance mondiale, en vue du nouvel ordre mondial. Donc vous voyez, les choses dans l'histoire n'apparaissent pas par hasard. Elles sont le fruit de longue préparation d'une logique. Et c'est pour ça que je répète régulièrement, il n'y a pas de sens de l'histoire, une logique de l'histoire. À partir du moment où certains posent un certain nombre de dispositions et imposent leur volonté, eh bien cette volonté va engendrer un certain nombre de conséquences. Ce n'est pas un sens de l'histoire, c'est une logique de l'histoire, c'est pas la même chose. Et alors, ensuite, bon, vous savez très bien, parce que ce sont tout de même des citations que je donne régulièrement, parce qu'elles sont fondamentales à rappeler à chaque fois, non seulement parce que, comme disait un certain maréchal Pétain, les Français ont la mémoire courte, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux qui viennent, ils ne sont pas au courant, et il faut rappeler les choses, rappeler, rappeler et rappeler. C'est d'ailleurs ce que font nos adversaires, qui sont tout le temps en train de rappeler leur histoire, telle qu'ils la présentent. Donc je voudrais rappeler encore ce texte d'Adam Weishaupt. Alors Adam Weishaupt, c'est vraiment un cas très démonstratif d'un juif qui avait été converti au catholicisme et qui était passé en maçonnerie. Et qui, vous savez que c'est le fondateur de la secte maçonnique des Illuminés de Bavière, ce que l'on appelle aujourd'hui les Illuminati, et il disait ceci: il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Voilà, tout est là. Donc, la préparation de l'opinion commence à l'intérieur des sociétés secrètes, des loges, ou de la synagogue si vous préférez. Tout cela est transmis au travers des médias, et on façonne comme ça, de génération en génération, l'esprit des citoyens. Donc il n'y a pas de démocratie, mais manipulation constante de l'esprit des citoyens. Donc tout cela va nous amener progressivement au rôle que va jouer la maçonnerie, à la fois dans la Révolution dite française et dans ses suites.
Alors, j'ai expliqué, sur base des propres textes maçonniques et juifs dans mon livre La maçonnerie, ce qu'eux-mêmes annonçaient de leur but. Donc on ne vienne pas me dire que ce sont d'affreux complotistes qui disent ceci ou qui disent ça. Ce sont eux-mêmes qui le disent, ce sont eux-mêmes qui s'en vantent. Petite nuance quand même. Alors, première notion à connaître l'origine du mot franc-maçonnerie. On en parlait tout à l'heure avec Laurie. Et là, il y a plusieurs thèses et elles sont toutes les deux intéressantes. Alors, on croit communément que le mot dérive de l'anglais Freemason, c'est-à-dire maçon libre, en opposition aux maçons constructeurs des cathédrales qui ne l'auraient pas été, les pauvres malheureux. Alors, c'est amusant parce que cette opposition démonte une fable de la maçonnerie qui prétend que la maçonnerie spéculative que nous vivons aujourd'hui découle de la maçonnerie opérative des bâtisseurs de cathédrales. Donc ils se démontent eux-mêmes. Amusant. Et puis il y a une autre thèse qui est assez intéressante et lourde de signification. C'est celle qui fait remonter le mot Freemason à l'hébreu. Alors, vous m'excuserez de ne pas prononcer correctement, je ne suis pas hébreu, je ne parle pas hébreu, donc ça remonterait à l'expression hébraïque Freimishna, qui signifie la suite de Mishnah. Mishnah, c'est quoi? C'est le second livre du Talmud. Intéressant quand même, comme filiation. Qui explique beaucoup de choses quand même. Et qui explique justement ce que j'ai démontré dans mon livre La maçonnerie, de la filiation juive de la maçonnerie, que l'on retrouve dans ses grades, dans ses déclarations, et quelques exemples, par exemple. Entre autres, parce qu'il y en a beaucoup plus que je cite dans mon livre, la devise du 13e degré de la maçonnerie, enfin des grades symboliques du Royal Arch. Je cite. Pour le bien de la maçonnerie en général et pour celui de la nation juive en particulier. Il me semble que c'est assez démonstratif de l'affiliation. Bon, encore, dans un rituel maçonnique de 1723, à la question « Où se tint la première loge ?», l'initié doit répondre, je cite, « Sous le porche de Salomon, les deux colonnes s'appellent J et B, ce qui fait allusion aux deux colonnes de nuée et de feu, Jachin et Boas, qui guidaient les Hébreux jour et nuit, selon la légende juive. Donc vous voyez la filiation. Ou encore, si vous voulez, deux auteurs francs-maçons, Luc Nefontaine et Jean-Philippe Schreiber, à mon avis tous les deux d'origine juive d'ailleurs, dans leur livre « Judaïsme et maçonnerie, histoire d'une fraternité », qui signalait, je cite, qu'aux États-Unis, au Canada ou en Australie, entre autres, si d'aventure il n'y avait pas de synagogue, le temple maçonnique en tenait lieu et servait au culte israélite. C'est pas une filiation, ça? Et plus proche de nous, quelqu'un que l'on ne connaît que trop bien, un certain Manuel Valls, dont on connaît les origines juives
mallorcaine, qui avait déclaré ceci: la flamme du judaïsme et l'âme de la République, côte à côte, fraternelles, comme elles le sont depuis près de 2 siècles. Donc, vous voyez, l'alliance. Il confirmait ainsi la filiation juive de la Révolution dite française, désormais maîtresse de la République, au travers de ses différentes façades, du CRIF à la LICRA et à ses représentants, Attali, Alain Minc, Bernard-Henri Lévy, et puis nos derniers présidents de la République, Sarkozy, Hollande, Macron. Et si jamais on a un Zemmour comme président de la République, ça ne fera jamais que le 4e président juif de ce qu'on appelle encore la France. Petite observation. Si ces hommes, je parle de Sarkozy, de Hollande, de Macron, ont été élus démocratiquement, c'est que cela démontre justement la manipulation de l'opinion publique, de l'information par l'information des citoyens qui les ont élus, ne sachant ni pour qui, ni pourquoi ils votaient. Voilà le résultat du génie pervers de la Révolution, d'avoir transformé le vote du citoyen du système corporatif dans ce système inorganique au travers du bulletin de vote, manipulé par les médias. Donc, vous voyez, c'est d'une simplicité, mais biblique. À partir du moment où on a compris la mécanique, on déchiffre tout ce qui se passe au jour le jour. Donc c'était l'étape nécessaire à la mainmise progressive de la France et au-delà de la France, des autres pays de la planète. Et pourtant, et c'est curieux, ça n'a pas été chose facile, même sous la Révolution, cette introduction du monde juif dans la société française. Je l'ai déjà rapporté dans mon livre, encore une fois, dans la maçonnerie. Quand Adrien Duport, qui avait été chargé de faire adopter cette décision, donc de l'entrée du monde juif dans la société française, a dû s'y reprendre à 14 reprises. 14. Et ce n'est qu'à la fin de la dernière séance que, sous la menace, c'était Regaud de Saint-Jean d'Angélis, c'est pas du tout un titre nobiliaire, mais il était de Saint-Jean d'Angélis, avait dit: je demande qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleraient contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattraient. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ceux qui seraient hostiles à l'entrée du monde juif dans la société combattraient la Révolution. Ce qui démontre que la Révolution était faite pour ça. Vous voyez? Tout s'enchaîne, tout devient logique. Donc, la franc-maçonnerie est bien une création juive, reposant sur la Kabbale talmudique, contrairement à ce que quelqu'un, je cite, hélas, un peu trop souvent, mais il le faut, un certain Bernard Anthony, dont on connaît les origines maranes, qui, dans son livre appelé Vérité sur la maçonnerie, nie tout cela. Évidemment, c'est un contre-feu à mon livre, La maçonnerie. Voilà ce que je voulais rappeler. Alors voyons maintenant
comment la maçonnerie se présente pour intégrer les naïfs dans ses filets. Et là, je vais vous citer un passage un peu conséquent des constitutions d'Anderson. Alors, Anderson, qui était Anderson? James Anderson, l'auteur de ce qu'on appelle les constitutions d'Anderson, qui sont le bréviaire de la maçonnerie. Franc-maçon anglais, il disait ceci. Un maçon est, alors je cite, un maçon est obligé, de par sa tenure, d'obéir à la loi morale. S'il entend bien là, c'est-à-dire la règle maçonnique, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. On juge plus commode de nos jours de ne les obliger qu'envers la religion sous laquelle tous les hommes se mettent d'accord, laissant à chacun la liberté de ses opinions personnelles. Cette religion consiste à être homme de bien et sincère, homme d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations et croyances qui puissent les limiter. Je regrette beaucoup, mais c'est là vraiment un tissu de mensonges. Car pour ne parler que d'Anderson, même ses contemporains le considéraient comme un gredin, un malhonnête. Et on ne peut pas dire non plus que la moralité, la probité fassent partie de la panoplie de la maçonnerie, quand on connaît tous les scandales au travers des âges jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ce texte d'Anderson a été repris il y a 5-6 ans environ, je ne sais pas où il en est ce malheureux, par un certain abbé Guillaume de Talnoirme, gnostique, je le rappellerai, qui se pâmait devant ce tissu de mensonges au nom de la morale, etc., etc. Donc vous voyez, quand on voit des milieux religieux être à ce point aveugles, complices de ce genre de mensonges historiques, il ne faut pas s'étonner que les milieux catholiques et le peuple en général soient victimes des manipulations. Anderson, d'ailleurs, n'était pas le seul dans ce genre de manipulation au nom de la morale et des beaux principes. Un certain autre franc-maçon, Édouard Plantagenet, de son vrai nom Engel, lui aussi faisait une présentation tout aussi rassurante et idyllique de ce qu'est la maçonnerie. C'était dans son livre « La franc-maçonnerie en France ». Je cite. « La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressiste, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. La fraternité a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la surface du globe. Elle recommande à ses adeptes la propagation par l'exemple. Le franc-maçon a pour devoir, en toutes circonstances, d'aider, d'éclairer, de protéger son frère, même au péril de sa vie, et de le défendre contre l'injustice. Philanthropique, philosophique et progressiste, ayant pour principe la tolérance mondiale, mutuelle conclue. Alors,
C'est vraiment très beau, tout ça. Tolérance? Ah bon? Quand on voit l'action de la maçonnerie, notamment contre le christianisme. Tolérance? Etc., etc. Donc, vous voyez, regardez la couverture de ce livre. Qu'est-ce que vous voyez? Le personnage qui est là. Un personnage à deux têtes. Ce que j'ai voulu illustrer par cela, c'était le double visage de la maçonnerie. Le visage qu'on présente, rassurant, pour attirer les naïfs, et puis le visage réel qui est masqué, et dont les francs-maçons qui sont au bas degré ne connaissent même pas. Et c'est pour cela que j'incite régulièrement pour dire que la maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une superposition de sociétés secrètes dont les bas degrés ne connaissent pas les buts des hauts degrés. Ce que justement le Bernard Anthony, que je citais tout à l'heure, nie dans son livre. Parce que tout est là. Donc, le naïf qui entre en maçonnerie, qui reste au bas degré, il peut y avoir de braves gens dedans. Le problème, c'est que, disons plus ou moins inconsciemment, il sert de relais à ce que recommandent ceux qui sont au-dessus. Et là, plus on monte, plus on se rend compte de l'aspect réel de ce qu'est la maçonnerie, c'est-à-dire satanique luciférien. C'est ça qu'il faut connaître dans la maçonnerie. Et je regrette de citer encore mon livre. Vous avez tous les textes que je donne de ces gens-là qui le disent eux-mêmes. Ce n'est pas moi ou d'autres complotistes qui le disent. Ce sont eux-mêmes qui le revendiquent, qui s'en vantent. Que voulez-vous de plus? Donc en fait, je décris la maçonnerie telle qu'elle est par ses propres textes. Et je vous recommande cette méthode parce que d'une part, elle est imparable, on ne peut pas le nier, ou alors il faudrait qu'il se renie, ce qui n'est pas le cas. Alors regardez leur cynisme à propos de la liberté et de la tolérance. Ce texte du franc-maçon Ragon dans son rituel des 3 premiers grades qui stipulait, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir, maçon, cesse de s'appartenir. » Cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Et où est la liberté du citoyen? Et ainsi, contrairement aux citoyens qui rentrent naïvement en maçonnerie, contrairement aux partis qui déjà mentent dans leur programme, ils rentrent dans une structure dont ils ne connaissent absolument pas les vrais buts. Et encore cette citation d'un cynisme admirable du haut initié Albert Pike. Alors pour la petite histoire, Albert Pike a été un très très haut dignitaire de la maçonnerie, fondateur du Ku Klux Klan. Oubliez ça, parce que derrière cet aspect racialiste, il y a quelque chose de très curieux, une marchandise qu'on ne nous dit pas. Alors voilà ce qu'il disait dans son ouvrage « Morals and Dogma ». Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie. Prince de la maçonnerie? Voilà, c'est l'explication de ce que je disais il y a quelques instants. La maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une superposition de sociétés secrètes. Bas niveau, ils savent le minimum, on croit-il savoir
et puis il y a les hauts niveaux. Et c'est ça qui compte. Donc, dans tout cela, où est la liberté du citoyen, de celui qui rentre en maçonnerie à la recherche de la liberté? Et alors, la morale maçonnique, inventée par Anderson et Édouard Plantagenet, alias Engel. Quelques citations encore. Vous avez toute une série démonstrative dans mon livre, encore une fois. Petit rappel, la messe noire du haut initié sataniste du XIXe siècle, Stanislas de Goïta, le plaidoyer pour Satan publié par la revue maçonnique L'Acacia d'octobre 2024, jusqu'au délire sexualo-luciférien du Templi Orientis d'Aleister Crowley, homosexuel anglais, et qui vantait les sacrifices humains. C'est pas moi qui le dis, ce sont dans ses propres textes. Vous les avez là. C'est dans leurs propres textes, ils le revendiquent. Et quand je pense que certains dans nos milieux sont tombés dans l'erré d'un certain Christian Boucher, représentant du Templi Orientis en France, je ne donnerai pas le nom, mais suivez mon regard. Et alors, chose très intéressante, au sujet de la morale maçonnique, ce texte de Jules Boucher, dans Humanisme, de septembre 1991. Alors, Humanisme est la revue du Grand Orient en France. Et il en donne le vrai visage. Je cite. « La vertu n'est pas la moralité du comportement privé, mais une qualité politique, le civisme. » Ah bon? Mais on peut traduire cette formule par « obéissez aux principes maçonniques et vous serez vertueux ». Et voilà. Le tour est joué. Voilà ce que c'est que la morale maçonnique. Et j'avoue que quand je cite ces passages-là, j'éprouve une véritable jouissance de me dire, mais tout, ils ont tout annoncé, ils disent tout, et il y a encore des imbéciles qui tombent dans le piège. Dont entre autres un certain abbé de Tanoir, loin d'être seul. Et on vient nous dire après, ah oui, vous savez, il y a une bonne maçonnerie. Ah bon? Donc j'en parlerai probablement un petit peu plus tard parce que c'est aussi un mythe qu'il faut démolir. Donc voilà ce qui découlait en fait de tout ça, de tout ce qu'annonçaient des gens Vaisseau, quand il disait qu'il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde, c'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut préparer l'opinion. Ben voilà comment l'opinion est préparée. Donc il y a la façade et il y a la réalité. Et là est le véritable complot. Que je sois accusé de complotiste, mais totalement indifférent, mais je regrette beaucoup. En tant que soi-disant complotiste, je dénonce un complot, le véritable complot. Et regardez comment on suit le développement de tout ce plan d'époque en époque.
notamment avec cette situation de Roger Le Ray, grand maître du Grand Orient. Et là, je m'excuse encore, ce sont des textes que j'ai déjà cités, mais que je citerai encore certainement très longtemps, parce qu'ils sont fondamentaux à connaître pour comprendre. Voilà ce qu'il disait. Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, comme je vous l'ai dit. Depuis inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Les francs-maçons du monde entier. Donc ce n'est pas simplement une obédience, la méchante, non, et puis il y aurait la bonne. Tous les francs-maçons. Ou encore ce texte de Guy Piot, d'un point de vue initiatique, le grand maître de la Grande Loge de France, donc une autre loge, pas le Grand Orient, mais la Grande Loge de France, qui confirmait la recherche d'une communauté européenne, puis universelle, entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations. Ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel d'une terre patrie. Et alors, chose très intéressante, justement pour démolir le mythe de la méchante maçonnerie en opposition à une bonne maçonnerie, cette déclaration du grand maître de la Grande Loge nationale de France, Jean Bellon, qui disait ceci. Chaque rite a des particularités, une spécificité, une formulation, mais ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. À la maçonnerie des Grandes Loges succédera le maçonnisme, qui sera une religion universelle. C'est ce que l'on appelle le noachisme, que mon père avait révélé il y a près de 40 ans maintenant. Qu'un certain Pierre Hillard a repris à son compte sans le citer. Ça fait partie des habitudes d'aujourd'hui de s'appuyer sur les découvertes des anciens sans les citer, qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. En passant. Et là, vous le trouverez dans le secret des francs-maçons à mon père, que l'on doit rééditer d'ailleurs parce qu'il est épuisé. Alors, au fond, qu'y a-t-il derrière toute cette démarche? Et là, je vais encore une fois me répéter, parce que tout est là. République universelle, religieux universel, c'est vraiment la hantise du monde juif depuis qu'il a refusé le message du Christ. Je reviens là-dessus parce que tout part de là et je crois que tout le monde, croyant ou non croyant, peut le comprendre. Que se passe-t-il à ce moment-là? Refusant le message du Christ qui était pour tous les peuples de la terre, le peuple juif se rendait compte qu'en fait, il n'était plus le seul, il n'était plus le peuple élu, puisque désormais les élus, c'était tous ceux qui acceptaient le message de Christ. Et dans leur orgueil, ils se sentent dépossédés de ce titre de peuple élu. Et le problème, c'est que par leur refus, ils deviennent le peuple exclu. Et de cette paranoïa qui se développe, ils s'instituent eux-mêmes, tout au moins dans leur haute sphère, leur propre messie, et dans leur volonté de domination mondiale,
il s'instaure aussi le Messie du monde. D'où leur démarche vers la gouvernance mondiale et le gouvernement mondial. Vous voyez comme tout s'articule, mais d'une logique implacable. C'est d'ailleurs ce que beaucoup commentent à mon sujet en disant que je suis implacable dans mes démonstrations et qu'on ne peut pas me répondre. J'attends toujours qu'on me réponde, à part on en a parlé ce matin, quelques insultes et autres. Donc c'est très intéressant ça, et il faut connaître ce mécanisme si on veut comprendre le pourquoi de ce que nous vivons. Tout est là. Et rappelez-vous, bon là encore, c'est une citation que je donne, elle est loin d'être la seule, citation ultra célèbre du rabbin Touitou dans ses leçons du 25 janvier 2016 sur le thème Mashiach où es-tu? Messie où es-tu? Ils disent le Messie ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je pose la question, est-ce une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue du Mashiach. Excellente nouvelle. Donc voilà, tout est là. Toute leur paranoïa est décrite dans ces quelques paroles. Et alors, pour toucher du doigt encore un peu plus cette obsession de conquête mondiale, quelques déclarations de hauts responsables de cette communauté. Là encore, je recite, parce que ce sont des choses qui sont à la base de la démonstration. Et je regrette beaucoup, il ne faut pas hésiter à reciter, à répéter ces textes fondamentaux. C'est la base de toute démonstration. Paul Warburg, haut financier juif américain, devant le Sénat des États-Unis, le 17 février 1950. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Edmond de Rothschild, dans Entreprise, juillet 1970, le verrou qui doit sauter, c'est la nation. David Rockefeller, 23 septembre 1994. Tout ce dont nous avons besoin est d'une crise majeure appropriée et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette citation de Rockefeller préfigure les déclarations d'Attali? Et l'affiliation. Quant à Sarkozy, Nicolas, dans son discours du 16 janvier 2009, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. C'est beau la liberté du citoyen, non? Alors, ou vous hurlez de rage ou vous riez. Ou bien vous faites semblant de ne pas entendre, comme font certains. Et un certain Pierre-André Taguieff s'ingénie, dès qu'il peut, encore et encore et encore, à nier tout ce qui a été annoncé dans les protocoles des sages de Sion. C'est un faux, dit-il, un faux. Comme c'est curieux. Pourtant, tout ce qui était annoncé, depuis leur parution, tout s'est déroulé tel que c'était annoncé. Un faux. Donc c'est facile de nier, de parler de faux, mais ça ne démontre rien. La réalité, c'est que ce qui était annoncé s'est produit, et se produit toujours.
Et là, une chose que je voudrais faire observer tout de même, c'est que ce projet de conquête mondiale est longtemps resté neutralisé. Pourquoi? Parce que tant que les nations chrétiennes ont rempli leur rôle, ça n'a pas pu avancer. Les différentes hérésies qui avaient été semées sous l'inspiration juive, de l'arianisme, l'hérésie du Monarius, qui était liquidée par Clovis, aux autres, les albigeois, les cathares, jusqu'au protestantisme, ce sont notamment les rois de France qui les ont étouffés, qui les ont liquidés. Et bien souvent même à l'encontre de Rome. Alors, si je fais ce petit rappel, c'est pour vous faire comprendre qu'il était fatal que la Révolution dite française arrive en France, puisque c'était l'élément clé qu'il fallait détruire pour les partisans de ce complot. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre largement diffusé qui s'appelait « Les rois maudits » d'un certain Maurice Druon. Quelle était la thèse de ce livre? C'était de dénoncer Philippe le Bel, ce roi sanguinaire qui avait trucidé ces malheureux Templiers. Et justement, là encore, une hérésie qu'un roi de France, Philippe le Bel, avait détruite. Sévèrement, certes, parce qu'à l'époque, les hommes étaient des hommes, et non pas les lavettes d'aujourd'hui. Rassurez, je ne parle pas de vous. Mais oui, c'est ça la réalité de l'histoire. Donc vous comprenez pourquoi il fallait que la Révolution dite française se passe en France, contre la monarchie française de droit divin. Alors, il y a une chose curieuse aussi que je voudrais rappeler, c'est qu'en fait, la Grande-Bretagne avait été la première victime, avec la victoire de Cromwell, protestant, très enjuivé, qui avait commencé à faire un sort aux catholiques de Grande-Bretagne, et qui avait abouti d'ailleurs à la décapitation du roi Charles Ier. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que bien qu'il y ait eu la restauration avec son fils Charles II, le succès relatif et momentané de la chrétienté en Angleterre n'allait pas survivre au succès de la protestante Élisabeth Ier sur Marie Stuart, reine d'Écosse catholique. Et à partir de là, l'Angleterre, devenant protestante, va servir de marchepied à la maçonnerie universelle, dont américaine. Et transférée, bien entendu, en France, donc comme manipulatrice avec ce qui était derrière de la Révolution dite française. Vous comprenez pourquoi je fais ces rappels historiques? Parce que ce sont des petites touches qui éclairent le cheminement du projet que nous vivons aujourd'hui. Et ça, on peut le comprendre que quand on connaît un tant soit peu l'histoire, et surtout ce qui est caché de l'histoire. Un autre tournant a été particulièrement déterminant dans cette évolution. Alors
Alors, je ne vais pas refaire tout un historique que j'avais déjà commencé avec mon livre Le complot mondialiste, qui est repris en partie, au moins dans sa partie tout à fait actualisée dans mon dernier livre sur Ordo of Chaos. L'événement du 11 septembre 2001. Ça a été une accélération de ce complot mondialiste. Alors, je passe les détails que vous trouverez dans le livre, justement sur tout le mensonge étatique à l'époque pour construire le mythe du 11 septembre 2001 et ce qui allait s'en suivre de toutes les guerres qui allaient s'enchaîner, qui allait aboutir à la déstabilisation du Moyen-Orient, l'Irak, aujourd'hui la Syrie, très largement rayée grâce à la Russie. Et alors là, justement, il se passe un phénomène curieux. Il se passe un phénomène curieux auquel les conspirateurs, les complotistes, les vrais, ne s'attendaient pas. C'est qu'il y a eu deux choses qui sont émergées à peu près en même temps. Je dirais la résurrection de la Russie avec Vladimir Poutine et la puissance croissante de la Chine, d'abord sur le plan économique et aujourd'hui sur le plan militaire aussi, qui s'arme à une vitesse considérable et qui fait peur à tous les tenants de ce complot mondialiste. Donc, pour l'instant, on peut dire que la situation apparaît un peu bloquée. Et je vais mettre ça entre parenthèses avant d'y revenir un peu plus tard. Donc, nous avons eu en septembre, avec toute cette déstabilisation du Moyen-Orient, la montée en puissance de la Russie et de la Chine, qui bloquent le site, et c'est dans ce contexte que va apparaître quelque chose de très curieux, l'épidémie de coronavirus. Curieux. Et on peut se demander si en fait cette émergence de cette curieuse épidémie que l'on sait avoir été fabriquée n'est pas une sorte de guerre alternative. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ne pouvant ou n'osant pas faire la guerre à la Russie et à la Chine, est-ce que ce ne serait pas une entreprise de déstabilisation de ces pays? Car, rappelez-nous les débuts de cette étrange épidémie. Où est-ce qu'elle est apparue en premier? En Chine, à Wuhan. Bon, c'est la faute d'un laboratoire chinois. Bon, on va voir ça. Et puis en Iran, très rapidement. C'est comme c'est curieux, pourtant l'Iran, c'est pas tout à fait contigu avec la Chine. Et il n'y a franchement pas beaucoup de Chinois en Iran. Alors on y dira, oui, mais aussi en Italie. Il y a eu une épidémie qui est surgie quasiment en même temps. Oui, le problème, c'est que c'est surgi dans le nord de l'Italie, où pour des raisons industrielles, il y a plus de 200 000 Chinois qui revenaient du Nouvel An chinois. Donc, vous voyez la contamination? Donc, ce n'est pas un argument. Au contraire. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est une arme de guerre alternative que cette curieuse épidémie de coronavirus? Et je m'appuie sur deux faits, comme toujours. La chaîne Sputnik révélait que la chaîne 12 de la télévision israélienne a dévoilé un rapport secret de novembre 2019
novembre 2019, dans lequel le gouvernement américain mettait en garde Israël contre l'arrivée d'un virus mortel. Et comment pouvait-il faire cet avertissement s'il n'en était pas à l'origine? Et on en a une preuve indirecte par cette accusation faite par le site américain Veterans Today, qui accusait nommément le laboratoire de Caroline du Nord d'avoir élaboré ce virus pathogène dans le cadre d'un programme de guerre biologique lancé déjà du temps de George W. Bush. Toc, toc, toc. Et on avait confirmation de cette création artificielle de ce virus par cette information du 17 avril 2020. Le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, vous savez, c'était au sujet du sida, confirmait sur CNews une recherche indienne du 31 janvier selon lequel le Covid-19 est un virus artificiellement créé contenant des éléments issus du VIH, c'est-à-dire le virus du sida. Ce qui ne peut pas être l'effet du hasard de Dame Nature. Donc c'est une arme de guerre. Le coronavirus a été et est une arme de guerre. D'où la question éventuellement, ce virus a-t-il été sciemment introduit en Chine de façon, d'une part, à accuser les Chinois, et d'autre part, à détourner l'attention des véritables auteurs de cette contamination. Et alors, je vais vous citer un très long texte de deux analystes américains, Mike Whitney et Ron Unz, du Slacker. Ils s'appellent déjà. Ils produisent de très. Ah oui, le Slacker francophone, qui produit de très très bons articles, très fouillés en général. Bon, c'est un peu long, mais ça vaut la peine d'être connu parce qu'ils ont fait une revue complète de toutes les interrogations que l'on peut se poser. Et elle confirme en tout point, pas pour me vanter, en tout point ce que j'avais déjà annoncé l'année dernière. Voilà ce qu'ils disent. Il est fort probable que le Covid-19 provienne d'un laboratoire et qu'il ait été conçu comme une arme biologique. Étant donné notre confrontation militaire et géopolitique actuelle avec la Chine, l'Amérique semble être la source probable de l'attaque. Les suspects les plus probables seraient les éléments malhonnêtes de notre establishment de sécurité nationale, probablement certains des néoconservateurs de l'État profond que Trump a placés au sommet de son administration. Cette petite poignée de comploteurs de haut niveau aurait alors fait appel aux ressources de l'appareil de sécurité nationale américain pour mener à bien l'opération. Le virus et ses dispositifs de dispersion auraient pu être obtenus à Fort Detrick et des agents de la CIA ou des membres des forces spéciales auraient été envoyés à Wuhan pour le lâcher. Bon, petite parenthèse, ce texte est particulièrement intéressant, non seulement parce qu'il confirme ce que j'avais déjà dénoncé, mais parce qu'il émane de journalistes américains. Et Ron Unz, l'un d'entre eux, ajoute « Comme chacun sait, au cours du mois dernier, l'ensemble du récit dominant de l'épidémie de Covid a été complètement bouleversé. Il y a quelques semaines à peine, quiconque suggérait que le virus était artificiel était dénoncé et ridiculisé comme théoricien du complot. Et toute déclaration de ce type était automatiquement interdite sur Facebook. Mais ces mêmes idées qui étaient interdites sont maintenant largement acceptées et promues
par des figures de proue médiatiques des établissements politiques. Le vétéran du New York Times, qui avait été le fer de lance de la couverture de la Covid-19, a maintenant admis qu'il s'était complètement trompé et que le virus provenait probablement d'un laboratoire. La suite de cette analyse du journaliste américain est encore plus significative. Voilà ce qu'il disait. Alors que le coronavirus commençait progressivement à se propager au-delà des frontières de la Chine, un autre développement s'est produit qui a considérablement multiplié mes soupçons. La plupart des premiers cas étaient apparus exactement là où on pouvait s'y attendre, dans les pays de l'Extrême-Orient, limitrophes de la Chine. Et fin février, l'Iran est devenu le deuxième épicentre de l'épidémie mondiale. De manière encore plus surprenante, des élites politiques ont été particulièrement touchées puisque 10% de l'ensemble du Parlement iranien a été infecté et qu'au moins une douzaine de ses fonctionnaires et hommes politiques sont morts de la maladie, dont certains de haut rang. En effet, les activistes néoconservateurs sur Twitter ont commencé à noter avec joie que leurs ennemis iraniens tombaient maintenant comme des mouches. Examinons les implications de ces faits. Dans le monde entier, les seules élites politiques qui ont subi des pertes humaines significatives sont celles de l'Iran. Et elles sont mortes à un stade très précoce de l'épidémie, avant même que les épidémies significatives ne soient produites partout dans le monde. Ainsi, l'Amérique a assassiné le plus haut commandant militaire iranien le 2 janvier. Il s'agit du général iranien Soleimani. Et quelques semaines plus tard, une grande partie des élites dirigeantes iraniennes a été infectée par un nouveau virus mystérieux et mortel qui a entraîné la mort de nombre d'entre elles. Toute personne rationnelle pourrait-elle considérer cela comme une simple coïncidence? Et Ron Unz de faire remarquer, l'Iran est à l'autre bout du monde et très peu de Chinois visitent la ville sainte de Wuhan. Il est donc extrêmement étrange que ce virus Covid soit passé si rapidement d'une fuite en laboratoire de Wuhan à la direction politique de l'Iran qui a suivi la première vague épidémique suivante. Certes, poursuit-il, quelques semaines plus tard, la troisième vague épidémique mondiale a commencé dans le nord de l'Italie. Un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il considère, je cite, que la dissémination délibérée d'une arme biologique semble être une explication beaucoup plus plausible que les deux premières vagues épidémiques. L'Amérique dispose d'un programme de guerre biologique le plus avancé au monde, et les deux principaux adversaires de l'Amérique, la Chine et l'Iran, ont été touchés presque simultanément par ce virus mystérieux et mortel. Étant donné l'énorme impact négatif de l'épidémie de Corona-19 a eu sur l'Amérique et le reste du monde, il est facile de comprendre pourquoi nos dirigeants politiques seraient extrêmement inquiets si les gens commençaient ne serait-ce qu'à envisager la possibilité que le virus ait pu être produit par un laboratoire du gouvernement américain, sans parler de sa diffusion délibérée. Et persuader Facebook et Google de bloquer de telles théories serait parfaitement logique. Et c'est ce qui nous arrive avec tous nos entretiens, où systématiquement, vous savez qu'en titre de chapitre, nous parlons en premier du problème
de l'épidémie de coronavirus et du problème des vaccins. Nous sommes systématiquement barrés. Alors il y a un petit temps de retard, un jour, 2 jours, et le coup près tombe. Donc dès qu'on parle, on essaye d'ouvrir les yeux des gens sur ce problème-là, de ce qu'il y a de caché derrière, silence. Depuis environ 1 an, la plupart des experts s'accordent à dire que l'épidémie de Covid à Wuhan a probablement commencé fin octobre ou début novembre 2019. Or, par une coïncidence remarquable, il y avait 300 militaires américains en visite à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux. Ils se sont terminés fin août. Cette visite aurait fourni la couverture parfaite pour que l'Amérique glisse un couple d'agents dans le groupe et qu'il libère le virus dans la ville. Avec des milliers de militaires étrangers se déplaçant et faisant du tourisme, tout risque de détection aurait été minime. Cela semble beaucoup plus plausible que le risque de trouver et d'utiliser des agents chinois locaux. Que penseraient les Américains si 300 officiers militaires chinois effectuaient une visite prolongée à Chicago et qu'immédiatement après, une mystérieuse épidémie virale mortelle se déclarait soudainement dans cette ville? Plusieurs sources du gouvernement américain ont par la suite révélé à ABC News, dès novembre 2019, notre Defense Intelligence Agency avait diffusé un rapport secret aux responsables gouvernementaux avertissant d'une épidémie cataclysmique était en cours à Wuhan. Le Pentagone a ensuite démenti l'histoire, mais la division israélienne, c'est une information que j'avais donnée très précocement, a confirmé de manière indépendante que le rapport existait bel et bien, avait été distribué à nos alliés de l'OTAN et à Israël. Ces faits semblent impossibles à expliquer si le virus était naturel et s'il s'était échappé accidentellement du laboratoire de Wuhan. Si quelqu'un de suffisamment haut placé a été à l'origine du complot, je pense qu'il aurait été facile pour les conspirateurs de faire appel aux ressources militaires américaines pour mener à bien l'opération, tous les participants de rang inférieur croyant qu'il faisait partie d'une frappe pleinement autorisée contre les principaux adversaires politiques des États-Unis. Il est probable que quelqu'un comme le secrétaire d'État et ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, ou le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, auraient été en mesure de couvrir l'attaque. Alors on sait que ce sont 2 faucons, depuis très longtemps. Je pense, je cite toujours, je pense que la combinaison de toutes ces preuves, ainsi que d'autres éléments supplémentaires, soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle l'épidémie de Covid a résulté d'une attaque américaine de guerre biologique contre la Chine et l'Iran, probablement une opération scélérate orchestrée par les néoconservateurs de l'État profond de l'administration Trump. Que d'autres soient d'accord ou non avec moi semble absurde et ridicule. Que cette possibilité très sérieuse soit si complètement exclue de la totalité des médias grand public. Je soupçonne que la raison de ce silence total est que les preuves soutenant cette théorie sont suffisamment convaincantes pour que le simple fait de les présenter convainque rapidement une grande partie de l'opinion publique occidentale qu'une attaque de guerre biologique est le scénario le plus probable. Par conséquent, la réaction a été un blackout total de ces faits qui sont restés inavouables. Fin de citation. Vous m'excuserez de la longueur, mais c'est intéressant. Ça semble vraiment très important. D'une part, parce que ce sont des journalistes américains qui l'ont sorti, et ça décrit parfaitement la situation.
Et c'est amusant parce que, il y a un an environ, j'avais déjà dénoncé l'information de la chaîne 12 de la télévision américaine qui annonçait que le gouvernement américain avait prévenu Israël de l'arrivée d'un virus mortel. Et en outre, la condamnation par le professeur Montagnier de la fabrication humaine du virus. Et puis l'accusation de la chaîne américaine Veterans Today. Donc, ces trois éléments fondamentaux que j'avais déjà annoncés, on les retrouve dans la démonstration de ces journalistes américains. Alors, c'est tout de même intéressant parce que ce scénario coïncide avec le but mondialiste de réduction de la population mondiale annoncé par Bill Gates et de Jacques Attali, non seulement dans son fameux texte de 1980, dans son livre « L'avenir de la vie », on pourrait dire plutôt « L'avenir de la mort », publié en 1981, puis dans l'Express du 11 juin 2009, et là je recite, c'est tout de même fondamental, l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On viendra alors beaucoup plus vite que l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. En fait, l'épidémie a pris la place de l'échec de la crise économique voulue de 2008. C'est l'aveu. S'ils n'ont pas réussi par le biais économique, ils comptent la réussir par le biais de la panique instaurée à l'abri de cette pandémie, fabriquée. Et donc, faute de déclencher une troisième guerre mondiale pour parvenir à leur but, par peur de ce qui pourrait leur arriver en retour, je pense que ce nouveau type de guerre au travers de la pandémie est une tentative non pas militaire, mais au travers de la peur de l'épidémie, de contrer les nations qui les bloquent, la Russie, la Chine, l'Iran. Et là encore, vous m'excuserez, mais c'est nécessaire, je vais encore donner citation d'un texte fondamental, parce que tout y annoncé déjà depuis longtemps. C'est le texte du British Israel que je vais fait, que je vais refaire, que je referai encore. Alors, le British Israel, c'est quoi? C'est une de ces nombreuses structures maçonniques, constituée déjà en 1919. Donc vous voyez, c'est pas jeune, 1919. Liée aux Pilgrims, là encore, une des nombreuses facettes de la maçonnerie anglaise. Et le British Israel écrivait dans son bulletin officiel de National Messenger en 1933. 1933, nous sommes en 2021. Donc vous voyez, voilà ce qu'il disait. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Mais quand je vous parle de messianisme juif, le voilà. Quand je vous parle de traumatisme du monde juif à partir du refus du message du Christ, et vous l'avez là,
C'est ça leur réponse. Ils s'instituent les maîtres du monde, en réaction, en compensation. Donc voilà. La boucle est bouclée. Vous retrouvez là la paranoïa du messianisme juif, peuple élu, devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuple exclu par leur propre faute. Par sa propre faute. Semant révolution, guerre, attentats à travers le monde pour imposer leur dictature, tout est là. À vous d'en juger. Merci de votre attention. Voilà, si vous avez des questions, bien entendu, j'essaierai d'y répondre. Alors, le Parlement a adopté le 29 juin dernier la loi sur le projet de loi de bioéthique qui ouvre l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes lesbiennes et célibataires comprises. Elle autorise également les embryons chimères homme-animal et permet l'interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois. Alors, en parallèle, Emmanuel Macron déplorait que les femmes aient à subir un avortement. Qu'avez-vous à nous dire sur... Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Une bonne question. Il y a beaucoup de choses. Bon. La loi de bioéthique, etc., qui est une belle arnaque d'ailleurs, parce que là où est la bioéthique là-dedans, il n'y a pas d'éthique, déjà pour commencer. Alors, il y a déjà une première chose qui me chatouille les méninges, si j'ose dire. La création d'une espèce homme-animal. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que dans le plan mondialiste, il ne voudrait pas remplacer l'humanité par un hybride homme-animal dénué d'intelligence, donc dénué de toute capacité de réaction? Je pose la question innocemment comme ça en passant. Bon. Et alors, la deuxième partie de votre question est intéressante aussi parce qu'elle pointe du doigt l'hypocrisie de Macron une fois de plus. Alors, l'individu qui a poussé à cette loi de bioéthique qui a abouti à l'avortement au 9e mois, qui ensuite vient se pencher avec compassion sur les femmes qui ont dû se faire avorter. Et que le personnage de Macron est là. C'est la duplicité perpétuelle. Donc votre question est très intéressante, bien qu'un petit peu en dehors du sujet, mais en fait reliée au sujet, parce que ça décrit justement comment ces partisans de ce complot que je dénonce se comportent, mentent, font semblant d'eux. Donc c'est très intéressant comme question. Ils pervertissent la société. C'est en même temps. Le double visage, toujours la même chose, le double visage. Le en même temps macronien. Le en même temps. En même temps, c'est tout à fait ça. On n'a pas pris attention, en tout cas certains n'ont pas pris attention au début du macronisme, justement, dont le en même temps aurait dû alerter pas mal. Tout est là. Le double visage de la maçonnerie, dont il est, et qu'il est doublement, puisqu'il est aussi d'origine juive. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Autre question? Je crois que apparemment j'ai verrouillé tous les sujets. Vous n'avez pas de... Apparemment j'ai répondu à l'avance à toutes les questions éventuelles. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que tout ce virus soit répandu à travers le monde, ça leur aura pu échapper, ou alors que le principal objectif c'était justement la réduction de la population mondiale, Ah, mais c'est évident. plus que de tuer des Iraniens ou des Chinois. Mais bien entendu, c'est ça qui est sous-jacent. C'est pas par le rhume de cerveau qu'ils vont y arriver. Donc il est évident que cette épidémie a été sciemment préparée en vue
d'une part à travers de ce virus qui n'est pas aussi mortel qu'on veut bien dire, puisque ça représente 0,05% de la mortalité. Faut pas exagérer quand même. Mais surtout à travers des vaccins imaginés, soi-disant, pour soigner le coronavirus. Parce qu'en fait, c'est une attaque à double volet. Le virus et puis le vaccin. Et le plus dangereux, c'est pas le virus, c'est le vaccin. C'est au travers des deux, les gouvernements qui nous l'imposent. Donc ayez davantage peur des gouvernements, dont le nôtre, qui imposent cette politique, que du coronavirus. Donc dire que c'est 0,05% de ceux qui Oui. l'ont qui en meurent. Hein? C'est 0,05% de ceux qui l'ont qui en meurent. C'est pas de la mortalité Oui, générale. mais quand même. Hors considération oui, vaccin, oui. parce qu'il y aura un effet aggravant avec le vaccin. Bien entendu. Imaginez. Donc, vous voyez, donc vraiment, c'est pas avec cette très faible mortalité par le coronavirus qu'il pouvait arriver à cette mortalité. Et tous les jours, je vois par tous les correspondants que j'ai à travers le monde, parce qu'il n'y a pas simplement en France, des déclarations que eux trouvent sur les sites du pays où ils sont, de la casse qui apparaît tous les jours. Les conséquences, petits désagréments, si on peut dire, que des petites paralysies faciales ou autres par-ci par-là, des petites myocardites qui apparaissent comme ça, on se demande bien pourquoi, et puis des morts qui s'accumulent. Et qui s'accumulent dans quel pays? Notamment dans les pays les plus vaccinés. Et où apparaissent aussi les variants, dans les pays les plus vaccinés aussi. Et c'est pour ça que, comme certains, dont je crois le professeur Montagnier et je crois le professeur Raoult aussi, disent qu'en fait, ce sont les vaccinés qui sont à l'origine des variants, par la réaction qu'ils induisent en eux-mêmes. Et donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a une population qui n'est pas vaccinée qu'on va être à l'abri. Au contraire, on va être davantage en danger. Et je ne sais plus lequel d'entre vous ça me disait ce matin lors de notre entretien, mais en fait tout ça sert aussi à créer une guerre civile entre vaccinés et non vaccinés. Et guerre civile entre citoyens vaccinés et non vaccinés, mais à l'intérieur même des familles qui éclatent. Donc oui, le bénéfice est total. On détruit la société, encore un élément de destruction. Comment expliquer qu'il y a une indemnité de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, pour cette folie vaccinale? Tous les pays pratiquement du monde préconisent la vaccination. Et si oui, dans le monde occidental, quasiment tous les gouvernements. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tous soumis au même pouvoir. on n'est pas Tous ceux. Quasiment tous. À part la Chine, à part la Russie, à part l'Iran, tous ceux qui refusent la domination américaine. Mais autrement, ce qu'on appelle l'Occident dit chrétien, si j'ose dire, ils sont tous sous la coupe des États-Unis. Donc ils obéissent. Peut-on appeler vaccin le traitement expérimental de Moderna? Peut-on vraiment appeler vaccin le traitement expérimental de Moderna? Alors, justement, je suis content que vous relanciez là-dessus parce que je crois que j'avais l'intention de nous parler. Et j'ai oublié parce qu'on ne peut pas penser à tout, il y a tellement de choses. Qu'est-ce qu'un vaccin? On pourrait commencer par ça. C'est la base du raisonnement. Un vaccin se fait en neutralisant l'agent infectieux que l'on introduit dans un produit qui s'appelle vaccin, que l'on administre aux personnes pour les mettre à l'abri. Alors, c'est très valable pour un certain nombre de maladies qui sont fixes, qui n'évoluent pas. Vous avez la polio, vous avez ceci et cela, la variole. Mais sur les maladies de type grippe,
puisqu'en fait, le coronavirus, c'est une grippe. On sait que par définition, ça évolue. C'est pour ça que les soi-disant virus contre la grippe saisonnière ne servent à rien, puisqu'ils arrivent toujours en retard, qu'il y a déjà eu une mutation. Et d'ailleurs, la plupart des gens que je connais autour de moi qui se sont fait vacciner contre la grippe saisonnière attrapent la grippe saisonnière encore plus virale que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Intéressant tout de même à savoir. Donc il y a déjà une arnaque dans le terme vaccin. Ce n'est pas un vaccin, c'est un produit expérimental, et non seulement expérimental, mais un produit vicieux, puisqu'il introduit, et je me répète encore une fois, il introduit ce que l'on appelle l'acide ribonucléique, qui avec l'acide désoxyribonucléique signe la signature biologique de chaque individu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez comprendre que l'adjonction d'acide ribonucléique, qui n'est pas le vôtre, ajouté au vôtre, ça peut peut-être provoquer quelques petits remue-ménages dans l'organisme. Non, certaines études viennent mettre en garde, on en parlait ce matin, des possibilités de déclenchement de sclérose latérale amyotrophique, qui est une infâme saloperie. On appelle aussi maladie de Charcot, sclérose en plaques. Toutes les maladies auto-immunes, parce que justement ça crée une réaction contre les propres anticorps de l'organisme. Alors l'articulation avec la protéine spike dont on parle beaucoup, ça devient très compliqué. Je ne suis pas biologiste, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je prends simplement note des différents éléments d'appréciation et je suis en public. Donc voilà, tout ça est tordu et comme le confirment ces deux journalistes américains que j'ai longuement cités, c'est une arme de guerre. Justement, c'était très intéressant, ce long texte que je ne connaissais pas. Ça signe encore une fois, ça montre que c'est en fait là aussi un attentat sous faux drapeau. On veut faire porter le chapeau aux Chinois, mais en fait, ça vient de la maison mère comme d'habitude. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils ont essayé de faire porter ça aussi aux Français, puisque le laboratoire de Wuhan est un laboratoire de technologie française. On a voulu faire porter le chapeau à l'Institut Pasteur. Alors là, je ne suis pas d'accord justement avec le professeur Fourtillan, qui est tombé dans le panneau. Donc c'est la France supplétif de la maison mère mondialiste qui est désignée pour porter le chapeau temporairement. C'est diabolique, ce truc-là. C'est vraiment... Mais ce sont les données. On n'a pas à élucubrer. On a à prendre note des faits. Alors justement, ces faits sont cachés. Comme faisaient remarquer justement ces journalistes, si les médias divulguaient ce que l'on sait sur les faits, ça emporterait l'adhésion des populations. Et ce serait la catastrophe. D'où la nécessité de la censure. Donc vous comprenez pourquoi j'ai voulu partir, par remonter encore plus loin en arrière, de la Révolution française, pour vous expliquer toute l'évolution, les différentes étapes nécessaires pour parvenir à la situation d'aujourd'hui. Ce laboratoire de Fort Detrick que vous mentionnez, laboratoire de Fort Detrick que vous mentionnez, oui. C'est aussi de là qu'a été retracé, je crois, l'anthrax qui a été utilisé aux États-Unis. Oui, quand à un moment donné, il a fallu faire peur à la population américaine, ils commençaient un petit peu à se révolter contre la... Mais rappelez-vous, les Américains sont des maîtres dans ce genre de coups tordus. Comment ont-ils
détruit, disons, les Indiens d'Amérique. Vous vous rappelez? Par la variole, contaminant les couvertures qu'ils fournissaient à ces malheureux, et l'alcool. Et ils viennent nous donner des leçons de morale. Pas de question, oui? Ah, la question, je vais vous poser. Là, on parle de, allez, on va dire, inoculation à recombinaison génétique. Ah, c'est mieux de dire ça, plutôt que de parler de vaccin. Alors, on parle d'obligation. D'obligation. Oui, d'obligation, oui. À aller chercher cette soupe et de se la faire introduire. Est-ce que techniquement parlant, on peut nous imposer, nous obliger à nous introduire quelque chose qui est toujours en phase expérimentale, dixit vert? Ben, c'est ce qu'il voudrait bien faire, mais enfin, il y a tout de même un certain nombre d'articles, et notamment des dispositions de la communauté européenne, eh oui, qui interdisent la chose. Mais Macron est capable de passer au-dessus. Et comme je disais, je crois, ce matin, on prend ce qui peut servir de ce qui les intéresse dans les dispositions de la communauté européenne, et ce qui les dérange, on les met de côté. Mais là, normalement, ce n'est pas légal. Mais ils s'en contrefichent de la légalité. Et alors, je vais redire ce que j'ai dit ce matin. Je voudrais tout de même que l'on s'interroge un petit peu sur la raison pour laquelle les milieux, les soignants, se refusent à se faire vacciner. Hein, puisqu'ils sont obligés de faire les gros yeux pour essayer de les faire vacciner. Pourquoi cette réticence des soignants? À votre avis, est-ce que ce ne serait pas parce que le personnel soignant est au contact direct de la réalité, y compris de la véritable mortalité par le Covid, qui n'est pas celui que nous disent nos gouvernants, et à la fois de la réalité des conséquences des vaccins. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne sont pas fous. D'où différentes déclarations qui surgissent de plus en plus. Si on me force un peu de vacciner, je m'en vais. Donc, je sais pas, c'est pas gagné, hein. Ils poussent tant qu'ils peuvent. Voilà, et notre rôle est d'appuyer justement cette réticence en leur donnant toutes les raisons pour continuer à résister, jusqu'au moment où on renversera ce gouvernement. Oui? Alors, on renverse le gouvernement, mais le problème, c'est toujours Davos, Bilderberg, commission trilatérale. Comment on fait pour se débarrasser de ça aussi? De toute façon, mon cher, nous avons le devoir d'informer après. C'est entre les mains de la Providence. Vous savez, quelle pouvait être l'expérience de gens qui avaient subi la Révolution dite française de la suite des événements? L'histoire humaine a des rebondissements absolument invraisemblables. Simplement, tant que l'on se bat, il y a de l'espoir. Si on se couche, terminé. Mais c'est ça leur but. C'est de faire tellement peur des « Ah oui », et puis alors toutes les bandes de crétins qui sont dans nos milieux. « Ah, de toute façon, c'est trop tard. » Alors, est-ce que ce sont des imbéciles ou est-ce qu'ils sont payés pour ça? Quand on connaît un tant soit peu l'histoire, on sait que rien n'est jamais terminé. Et je rappellerai, parce que je l'ai déjà dit, que mes premières idées politiques, avec ce que je vivais à la maison avec mon père, ça a été ce que j'ai constaté à l'école, quand j'étudiais encore de façon normale l'histoire grecque et romaine. Parce que j'ai fait une constatation très simple, c'est que je me suis dit, tiens, c'est curieux, ces civilisations sont nées, sont arrivées à leur épogée et sont tombées. Pourquoi?
parce qu'ils ont cessé d'observer les principes qui les avaient fait émerger. Et dans la civilisation en général, c'est ça. Tant qu'on respecte certaines règles, soit on continue à monter ou on se stabilise, mais à partir du moment où on abandonne ces principes, c'est la chute. Donc il faut éternellement rappeler les vérités éternelles. Tout est là, et c'est ce que ces pouvoirs mafieux qui nous occupent, judéo-maçonniques, pour les appeler par leur nom, quand même, cherchent à nous faire oublier, en nous faisant peur. Si vous n'avez pas d'autres questions, et que je peux vous dédicacer quelques livres, eh bien on va passer, d'autant qu'après, je crois que vous voulez faire un mini-entretien.